Merci d'être ici. Panel sur l'émergence des investissements durables en énergie. Vous avez pu d'ailleurs nous lire ce matin dans le journal, plusieurs d'entre nous étions cités, on parlait de la finance et le financement des énergies renouvelables. Donc le panel tombe à point. Et je rappelle que c'est un panel qui est présenté par Fonds d'Action, l'excellent Fonds d'Action dont je suis un actionnaire, comme vous tous, comme plusieurs d'entre nous d'ailleurs. Écoutez, panel d'1 heure, on aura une courte présentation de chacun des intervenants, donc Simon Saint-Onge du Fonds d'Action, Olivier Lacaille de Desjardins, Gérard Mounier de GNR Québec Capital et Fabrice Consalvo d'Investissement Québec. Donc, mon nom est Jean-François Belland, je suis le vice-président Investissement Québec de Ressources Québec chez Investissement Québec. Sujet important, sujet capital, l'innovation, les énergies renouvelables, le financement de ces différentes avenues d'énergie qui doivent remplacer à moyen terme, plus tôt que plus tard, en espérant, les différentes sources qui émettent du CO2 et qui ne sont pas renouvelables. Donc, c'est un critère fondamentalement important, puisque si ce n'est pas finançable, ça ne lèvera pas. Et c'est vraiment ça, le panel aujourd'hui, on va vraiment démystifier cet élément-là, l'élément du financement de bankable, comme on dit en bon anglais. On va débuter par Simon Saint-Onge, que je vais présenter rapidement. Simon s'est joint à Fonds d'Action en 2016, directeur de portefeuille au sein de l'équipe d'investissement durable et d'impact, contribue à la transformation positive en réalisant des investissements et en gérant un portefeuille lié aux thématiques d'impact des luttes au changement climatique, des villes et des communautés durables. Son portefeuille comporte des entreprises liées à différentes filières d'énergie renouvelable, les biomasses, la biomasse forestière, résiduelle, les granules, l'éolien et la biométhanisation. Donc, Simon, je te demanderai de venir nous entretenir sur ces sujets. Merci. Bonjour tout le monde. Heureux d'être ici. On a convenu qu'on allait faire la présentation rapidement puis qu'on allait discuter après. Donc, c'est ce que je vais tenter de faire. Donc, effectivement, je suis directeur de portefeuille chez Fonds d'Action, un fonds d'investissement qui investit dans la transition de l'économie québécoise. Donc, on investit dans les entreprises du Québec et on investit pour l'avenir. Donc, axé sur les entreprises qui vont avoir du succès pour réaliser la transition, les entreprises d'avenir. Donc, Fonds d'Action, c'est le fonds d'investissement de ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de la société. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est d'avoir une société qui est plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. Notre fonds d'investissement, on a un actif d'un peu plus de 3 milliards. On investit directement ou indirectement par des fonds dans lesquels on intervient au-delà de 1200 entreprises. Donc, on a 80 fonds différents dans lesquels on intervient en partenariat avec d'autres investisseurs. Ce qu'on vise, c'est d'accompagner des entreprises en croissance, les entreprises qui vont permettre d'avoir des retombées positives et justement de faire cette transformation-là. L'équipe dans laquelle je travaille, c'est l'équipe d'investissement direct dans les entreprises, donc l'équipe durable et impact. On a choisi des thématiques sur lesquelles on focus plus particulièrement dans nos investissements. Donc, la lutte au changement climatique, c'est une de ces thématiques-là. Les entreprises dans lesquelles on veut investir, c'est en bonne partie ceux qui sont ici dans la salle présentement aujourd'hui. Donc, si vous avez des opportunités, vous cherchez un partenaire, n'hésitez pas à prendre contact avec moi directement ou avec mon collègue Éric Baron qui est dans la salle aussi. Le développement durable, ce n'est pas seulement la portion environnementale, il y a aussi d'autres dimensions, donc tout ce qui est transition industrielle, numérique, l'agroalimentaire durable, les villes communautés durables et la santé bien-être, c'est d'autres thématiques qui sont traitées par notre équipe d'investissement aussi. Donc, quelques exemples au niveau de la lutte changement climatique. L'investissement d'impact se veut un investissement où on a l'intention d'avoir un impact positif sur une ou plusieurs dimensions du développement durable. Donc, nous, on a fait le choix de s'axer sur les ODD, les Objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, les investissements qu'on fait sont en lien avec ces ODD-là. Et dans l'investissement d'impact, on veut se donner l'intention d'avoir un impact positif, mais aussi de mesurer ces impacts positifs-là au fil du temps. Donc, on accompagne les entreprises dans lesquelles on investit dans ce sens-là et on produit aussi un rapport de développement durable et bientôt un rapport d'impact également. On a le thème de la discussion qui sont les enjeux dans le domaine de la production des énergies renouvelables.
Donc, je les mentionne très, très rapidement, juste pour vous donner un petit teaser de mon point de vue, puis après ça, on va en discuter. Mais donc, tout ce qui tourne autour du marché, que la demande soit existante, la technologie, le promoteur, très important, et la viabilité financière des projets et ce qui vient avec, l'accompagnement ou les aides gouvernementales qui peuvent permettre d'atteindre cette viabilité financière-là. Donc, je m'arrête ici tout de suite, très rapide. On va passer au prochain. Merci. Merci. Prochain en liste, M. Lacaille, Olivier Lacaille. Olivier est directeur général financement d'infrastructures et transition énergétique chez Desjardins Marchés de capitaux. Olivier détient une expérience démontrée dans le domaine de la finance bancaire. Il est spécialiste dans la transaction de finances d'infrastructures et de projets d'énergie renouvelable à travers le Canada et les États-Unis. Titulaire de maîtrise en finance des HEC ainsi qu'une désignation de CFA, Olivier s'implique activement dans les diverses initiatives de financement responsables de Desjardins. Olivier, ton tour. Bonjour à tous, bien heureux de participer à cette discussion avec mes collègues. Le financement durable est un sujet qui me tient très à cœur, donc je pense que je n'ai pas besoin de présenter Desjardins à personne aujourd'hui. Peut-être par contre, Desjardins Services aux entreprises, qui est le groupe auquel je fais partie. Donc, on se spécialise vraiment dans les services aux entreprises, aux grandes institutions. Je pense que vous connaissez bien le modèle coopératif de Desjardins. Donc, on n'est pas une banque, on est vraiment une coopérative financière, mais on a les mêmes codes des agences de notation. On est une solidité financière qui est excellente également. Donc, le groupe pour lequel je travaille, Desjardins Marchés des capitaux, regroupe tout ce qui est financement aux sociétés, financement corporatif, mais également tout ce qui est les services de fusion et acquisition, la vente et négociation d'actions et de titres obligataires, les titres de revenus fixes. Également, on offre l'ensemble des produits, des services de change, puis les produits dérivés, ainsi que les services de recherche pour les entreprises qui sont cotées publiquement. Donc, mon expertise à moi agit au sein de Desjardins Marchés des capitaux, spécialisée dans le financement des infrastructures puis de la transition énergétique. Donc, tout ce qui est des projets qui auraient une retombée importante sociale, ou environnementale. Donc, le financement responsable chez Desjardins, ça inclut les énergies renouvelables, mais également l'aspect social, qui est une grande tendance de notre propre route climatique chez Desjardins. Donc, depuis 2017, on a lancé notre ambition d'être net zéro d'ici 2040. C'est déjà le cas pour nos propres opérations, donc nos bâtiments, nos papiers, mais on vise 2040 pour l'ensemble de nos opérations, donc tout ce qui est investissement et financement également, d'ici 2040. Donc, tout ça passe inévitablement par le financement des énergies renouvelables. On souhaite vraiment avoir un rôle de catalyseur pour accélérer cette transition énergétique. Donc, vous avez un peu des exemples de projets dans lesquels on investit. Donc, mon équipe fait de la dette senior, donc c'est un petit peu différent des autres de mes collègues sur le panel. Donc, je pense qu'on représente un spectre différent dans la structure d'un financement de projet. Donc, bien intéressant de discuter avec vous. Puis, je passerai la parole pour le prochain. Merci. Le prochain panéliste est M. Mounier, Gérard Mounier. Gérard Mounier est spécialiste des financements de projets infrastructures et énergie renouvelable, diplômé de l'Institut supérieur de gestion de Paris, membre de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec. M. Mounier a démarré sa carrière dans le secteur bancaire, où il a exercé différentes fonctions dans le domaine du financement corporatif, de l'audit interne et de la gestion des risques au sein de plusieurs institutions d'envergure. En 2020, il a pris la direction du GNR Québec Capital avec pour mandat de lancer le premier fonds québécois exclusivement dédié au financement des projets de gaz naturel renouvelables. Monsieur Mounier, à vous la parole. Merci, bonjour à tous. Je vais essayer d'être aussi succinct que mes collègues.
Donc, je vais vous présenter rapidement qui est Génère Québec Capital, comment nous intervenons et quel type de projet nous développons actuellement. Donc, Génère Québec Capital, c'est un fonds d'investissement qui est né d'un partenariat entre le Fonds de solidarité FTQ et Xebec Adsorption, dans le but de développer des projets de production de GNR à base de matières résiduelles au Québec, dans l'Est du Canada et éventuellement aux États-Unis. Initiative qui a pour but de développer une énergie renouvelable carboneutre, de diminuer l'enfouissement des matières résiduelles, de valoriser les déchets organiques, de développer un modèle d'économie circulaire, réduire les émissions de GES, créer des opportunités dans les villes, le secteur agricole, le secteur industriel, les communautés. On a pour but, idéalement, de développer 10 à 15 projets au Québec, ce qui pourrait représenter des CAPEX à peu près 400 à 500 millions de dollars. Donc, on serait déjà très heureux si on atteignait cet objectif. Le Fonds de solidarité, je ne vais pas vous le présenter en détail, je pense que vous le connaissez tous. C'est le plus grand réseau québécois d'investissement en capital de développement, créé en 1983, plus de 18 milliards d'actifs, plus de 3400 entreprises qui ont été financées, plus de 700 000 actionnaires épargnants. Donc, un actionnaire qui nous confère une force de frappe financière. Xebec Adsorption, c'est une entreprise québécoise qui a été créée à la fin des années 60, au départ, qui est un spécialiste d'équipements de purification de biogaz, qui s'est diversifié ensuite dans l'hydrogène, dans l'oxygène, qui est une entreprise publique, qui est cotée à la Bourse de Toronto, qui est présente sur 4 continents, qui est en forte croissance, qui actuellement comporte plus de 600 employés et dont le siège est à Blainville. Donc voilà. Comment nous intervenons? Alors nous sommes un investisseur en équité, donc investissement sous forme de capitaux propres, ticket moyen de l'ordre de 3 à 5 millions, mais ça peut être aussi bas qu'1 million, ça peut être 10 millions, peu importe. Dans des projets qui produisent du GNR, situés au Québec, dans l'Est du Canada et aux États-Unis, avec une optique de rendement sur 20 ans, c'est-à-dire sur la durée du contrat d'énergie, donc un rendement calculé sur le long terme. On est capable d'apporter un support financier en phase de démarrage du projet, ce que j'appelle parfois le capital d'amorçage. Et également, on est capable d'apporter un support technique si nécessaire pour le promoteur, pour l'aider dans le développement de projet, dans l'approvisionnement en matières résiduelles, dans la modélisation financière, etc. Les types de projets que nous développons, aussi bien des projets Greenfield que des projets Brownfield. En général, on classifie nos projets dans quatre segments. Les projets municipaux, sur la base de bac brun, d'ICI, de bouts municipal, dans la mesure où les modes de réalisation le permettent, évidemment. Les projets agricoles, sur la base de lisiers et de fumier. Les projets industriels, donc qui touchent tout le secteur de l'industrie agroalimentaire. Et les sites d'enfouissement, où on peut à la fois faire de la purification de biogaz ou carrément monter un projet de biométhanisation complet. Donc voilà. Et puis, pourquoi faire affaire avec nous? On est un fonds dédié au GNR, avec des actionnaires de qualité qui nous apportent une capacité d'injection importante. On a la volonté de jouer un rôle d'intégrateur dans la filière au Québec. On est une petite équipe, souple, agile, autonomie de décision. On peut intervenir à tous les stades du projet, même en phase de développement du projet, même très en amont du projet, aussi bien en termes d'équité que d'accompagnement technique. Bref, on veut être un investisseur patient, un investisseur impliqué, et on veut essayer de partager notre expertise pour le succès des projets. Voilà, merci. Et le dernier panéliste, Fabrice Consalvo d'Investissement Québec, dans mon équipe. Fabrice Consalvo a été nommé en octobre 2021 directeur principal énergie et électrification des transports chez Investissement Québec. Après avoir débuté sa carrière comme ingénieur d'études puis directeur de projet au sein du groupe Areva, il a évolué pendant 20 ans assumant diverses fonctions de planification stratégique, d'optimisation, de performance opérationnelle et développement des affaires chez Areva. D'ailleurs, j'ai été également chez Areva, là, total disclaimer. Fabrice ouvre pendant 6 ans à gérer le portefeuille d'activité d'un vaste programme d'amélioration de performance du groupe, supervisant notamment la réalisation de divers projets clients et d'investissements majeurs. Il s'est installé au Canada en 2013, au Canada où il participe activement au développement de la filière et du groupe au pays. Fabrice? Bonjour à tous. Je suis le seul à avoir mon boss sur le panel, donc il faut que je me méfie.
mais je vais vous faire une présentation rapide. Alors, Investissement Québec, je pense que je ne vais pas passer beaucoup de temps à vous présenter, je pense que la plupart d'entre vous connaissent. On a quand même une certaine gamme d'activités assez large. Évidemment, on s'intéresse au développement économique des entreprises québécoises au Québec, donc on les accompagne dans leur développement. On les accompagne d'un point de vue accompagnement technologique également, avec Investissement Québec CRIC. On est également très intéressé à les accompagner sur l'export. Notre fin d'année fiscale s'est terminée le 31 mars 2022 et on a pu voir qu'il y avait 200 projets d'accompagnement d'entreprises québécoises pour des ventes de 2 milliards de dollars en externe, ce qui a doublé sur les dernières années. Et de la même manière, l'attraction des investissements étrangers au Québec, et là c'est 4,6 milliards d'investissements qui ont été attirés au Québec de la part d'entreprises et de filiales d'entreprises étrangères. Donc c'est vraiment notre axe de développement et on va continuer là-dessus. Bien évidemment sur les aspects énergie, mais on est un fonds d'investissement et une agence de développement économique généraliste, et donc on intervient sur tout type de projet. Je vais directement passer à ce qui est en fait les principes directeurs d'Investissement Québec sur nos aspects ESG. C'est le type de sujet qu'on veut aborder, donc ça va nous permettre d'ouvrir un petit peu le débat aujourd'hui sur ces aspects-là. La particularité d'Investissement Québec, c'est d'avoir toujours considéré dans ces critères d'investissement pas uniquement des critères financiers. Comme je le disais, on est une agence de développement économique. On ne va pas s'intéresser uniquement au rendement, mais aux retombées économiques locales, tout ce qui va être de permettre de faire fonctionner le tissu local, les investissements dans les collectivités. Donc la prise en compte de l'ensemble des thématiques ESG, environnement, social, gouvernance, c'est quelque chose qu'on a déjà dans notre ADN. Ce qui ne veut pas dire pour autant que la démarche est aisée, et vous le savez. Il n'y a pas de référentiel unique pour les thématiques ESG. Comment est-ce qu'on prend en compte tout cet ensemble de critères-là? La liste des critères n'est pas clairement définie, donc il n'y a pas de consensus générique sur ces aspects-là. Des exemples classiques des difficultés, la prise en compte des attributs environnementaux sur les projets. Je pense que c'est un sujet dont on va abondamment parler pendant le panel, et qui est un sujet cher à Gabriel. Tout comme la mise en place de modèles d'affaires innovants et viables, type économie symbiotique. Je rebondis un petit peu sur la présentation ce matin du grand chef Jacques Tremblay qui parlait d'Alliance de l'Est et comment générer de la valeur et comment la capturer localement de manière à faire croître la valeur dans les communautés. C'est un sujet typique ESG, c'est un sujet sur lequel les fonds d'investissement doivent se pencher et doivent trouver des solutions rapidement. À cet effet, comme l'a fait Fonds d'Action, comme l'a fait Desjardins, IQ a signé en octobre 2021 la déclaration de la place financière québécoise pour une finance durable. Donc on s'est joint à ce grand mouvement qui essaye de faire du Québec un leader dans ce domaine-là. On sait que l'installation aussi de l'International Sustainability Standard Board, l'ISSB, à Montréal est un grand pas dans cette direction. On va travailler sur la divulgation et toutes ces problématiques-là. Quelques exemples pratiques de nos interventions dans le domaine. Évidemment, nous soutenons le développement des filières d'énergétique d'avenir. Ça, c'est clairement un de nos axes. Moi, je suis responsable de stratégie électrification des transports. C'est les axes que l'on va promouvoir. On a établi une stratégie. Jean-François, tu parlais tout à l'heure d'une intervention dans la presse ce matin. On disait clairement, oui, on veut soutenir les filières. La position d'Investissement Québec là-dedans, c'est de se dire, s'il y a des filières qui ont plus de difficultés à lever, plus de difficultés à aller chercher des financements, on est là pour ça. Une filière qui est suffisamment mature pour attirer les investisseurs classiques, c'est un petit peu moins vers ça qu'on va aller. Nous, on va essayer d'avoir ce rôle particulier quand il y a des manques dans les chaînes de capitaux. J'ai parlé en introduction de la gamme d'instruments financiers un petit peu. On intervient sur tous les domaines, je disais une gamme très large, que ce soit dette, quasi-équité, équité. On intervient comme mandataire du gouvernement sur le fonds Capital Ressources Naturelles Énergie, qui est anciennement le fonds Capital Mines et Hydrocarbures. Vous comprenez que le ministre Julien parlait ce matin de la loi 21 et des nouvelles tendances côté hydrocarbures. Ça a disparu du nom. Et là maintenant, la moitié de ce fonds-là, donc 500 millions de dollars, est réservé aux aspects production d'énergie renouvelable pour des prises de participation en équité. Et finalement, la dernière initiative dont je voulais parler, c'est l'initiative Compétivert, qui est une initiative là, qui vise à favoriser pour toutes les entreprises québécoises l'accès à des technologies propres ou l'adoption de processus durables, ainsi que pour les entreprises qui développent ces outils-là, de pouvoir les proposer, de pouvoir grandir. Cette initiative a été proposée l'année dernière. On fait de l'accompagnement technologique, stratégique et financier. Il y avait 375 millions dans l'enveloppe pour faire 2021-2024. Il s'avère qu'on a dépensé 390 millions la première année.
Donc on est content du succès que ça peut avoir. Et là, ça a été reconduit avec un budget d'1 milliard pour arriver jusqu'en 2024. Donc on voit l'engouement qu'il y a tout autour de ça et on voit l'action pragmatique appliquée sur le terrain que l'on peut faire. Je pense que j'ai fait le tour. J'avais des slides sur Competiver ensemble, mais je pense que vous savez ce que c'est. Merci beaucoup. Bon, mais écoutez, nous sommes à proprement parler au panel. Vous avez des questions. Je vais vous demander de vous manifester au micro ou plus que de lever votre main parce qu'on ne vous voit pas. On a des projecteurs comme si on était dans un interrogatoire de la Stasi est-allemande à une certaine époque. On ne voit absolument rien de la foule. Donc, si vous avez des questions pour lancer le débat, nous sommes preneurs. Est-ce que quelqu'un a des questions ou je vais lancer le... Oui, monsieur, ça, je vous vois, vous n'êtes pas dans le spectre du... Oui, bonjour, je suis Fabien Dozo de la compagnie Hedgehog Advanced Technology. On est une start-up, voilà, 6-7 personnes. Je veux savoir, dans le contexte actuel, politique et financier, comment voyez-vous les perspectives dans 1 an, à peu près? Je sais que c'est une question très large, mais est-ce que vous voyez ça d'un côté positif, ce qui va se passer dans 1 an, à peu près, ou ça va être compliqué? Simon se propose, je crois. Bon, voici, OK. Effectivement, c'est une question relativement complexe qui comporte plusieurs volets. Je commencerai par mentionner l'évolution qu'il y a eu depuis plusieurs années. Nous, on est vraiment concentré développement durable depuis la création de Fonds d'Action en 1996. Plus récemment, il y a 2 ans, on a créé l'équipe d'investissement d'impact, qui est maintenant l'équipe d'investissement durable et d'impact. On voit que la situation a beaucoup changé. 2030, quand on était en 2010, ça paraissait très loin. On est rendu en 2022. On a encore des objectifs qui sont pour 2030. Donc, je pense qu'il y a vraiment un mouvement où il y a de plus en plus de financiers, de promoteurs et au sein du gouvernement aussi, la compréhension que si on veut avancer et se rendre à 2030, on doit le faire maintenant et on doit le faire de multiples façons. Donc, il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs. On doit progresser sur l'ensemble des filières que l'ACPER rassemble. Donc, d'ici 1 an, je dirais que malgré le contexte à court terme, je pense que cette conscience-là de dire on doit avancer, elle va rester là. Donc, nous, chez Fonds d'Action, on a clairement le mandat de dire on veut contribuer, on a des investissements à faire et on continue. On ne se met pas sur les lignes de côté, on continue. Oui, si je peux me permettre, je suis absolument d'accord avec Simon. Donc, ce qu'on voit sur le marché banquier de mon côté, c'est vraiment beaucoup d'attrait pour tout ce qui est transition énergétique. Donc, chacune des institutions financières a mis en place des cibles vraiment agressives qui rendent challenging l'allocation de capital dans cette transition énergétique-là. Donc, ce qu'on voit, c'est malgré les aléas à court terme, beaucoup de compétitivité pour des financements de projets en énergie renouvelable. Donc, je pense que la filière éolienne, la filière solaire sont des bons exemples de technologies prouvées où le marché est extrêmement compétitif. Mais on voit les autres filières se développer rapidement. Puis je pense que c'est une tendance qui va se continuer. Gérard, je ne sais pas si tu veux commenter. Avec plaisir, merci Olivier. Alors je ne sais pas, monsieur, si votre question se rapportait plus à l'aspect macro ou un peu plus micro du marché. Au niveau macro, si vous faites référence à la situation internationale, je dirais que d'abord la situation avec la guerre en Ukraine nous a rappelé à quel point l'indépendance énergétique était quelque chose d'absolument vital au niveau géostratégique. Et ça, je pense que ça va quand même influencer les politiques des différents gouvernements. Ensuite, au niveau des marchés financiers, écoutez, à l'époque où l'inflation était à 15%, il y avait quand même des financements qui se faisaient. Et il y avait des financements de projets qui se faisaient. Grâce au ciel, je dis souvent à la blague que le plus grand économiste du monde, c'est Darwin.
Parce que la théorie de l'évolution des espèces nous a appris que les agents économiques s'adaptent à leur environnement. Donc on s'adaptera à des taux d'intérêt plus élevés, on continuera à faire du financement de projets, on continuera à faire du financement corporatif. Effectivement, en ce moment, les marchés financiers sont bousculés. Ça peut avoir des inconvénients, ça peut aussi avoir des impacts positifs. Par exemple, ça peut pousser des investisseurs à moins investir dans les marchés publics et plus dans les marchés privés, et à rechercher du financement d'entreprises, de start-up, qui finalement auront plus de chances de leur produire des rendements que d'aller investir en bourse où les rendements s'écroulent en ce moment. Donc ça peut avoir des effets auxquels on ne s'attend pas. Maintenant, au niveau plus local, je dirais qu'il y a clairement un aliment d'intérêt pour le développement des énergies renouvelables et des clean tech. Ça, je ne pense pas que ça change, pour paraphraser mes collègues. Je pense que ça va demeurer, je pense que ça va s'accélérer. Je suis relativement optimiste, il y a toujours des programmes de soutien importants. Il y a des choses qui doivent évoluer, évidemment, on travaille sur des programmes, des subventions, des questions de prix, de politique qui ne nous satisfont pas, etc. Mais quand même, tout ça va quand même dans le bon sens. Donc je suis quand même raisonnablement optimiste. Si je peux juste rajouter, oui, je suis optimiste aussi, je suis bien d'accord. Effectivement, on va dans le bon sens. La seule question, c'est est-ce qu'on y va à la bonne vitesse ? C'est là qu'effectivement, j'aurais plus de doutes. Oui, les choses évoluent beaucoup. Quand on compare, il y a une dizaine d'années, le financement de ce type de projet, clairement, n'était pas au rendez-vous. On finançait peu les énergies renouvelables. Il y avait peu de filières qui trouvaient un support, que ce soit dans les fonds d'investissement, les banques, etc. Maintenant, l'accès au financement est beaucoup plus large, beaucoup plus simple. Est-ce que le nombre de projets, est-ce que les réglementations qui les supportent, est-ce que tout ça va à la vitesse à laquelle on voudrait que ça aille ? On a vu le rapport du GIEC récemment en disant que les projets, ça on a 3 ans pour les réaliser. Est-ce qu'on va y arriver ? Effectivement, on est déjà à fond, il faut encore accélérer. OK. Jeanne. Bonjour, donc toujours Jeanne du regroupement des centres de transfert de technologies en transition énergétique. Par question peut-être un peu provocatrice, mais je me demandais si pour les bailleurs de fonds plus traditionnels comme IQ, qui n'a pas toujours été dans les parties vertes, ou Desjardins qui n'ont plus toujours été là-dedans, avez-vous pensé à un moment donné à vous assurer que la main droite ne détruit pas ce que fait la main gauche, et donc vous assurer qu'il y ait une continuité dans les politiques d'investissement de votre institution, et donc peut-être une éco-conditionnalité de l'investissement dans des secteurs plus traditionnels. Est-ce que vous vous en allez vers ça comme institution ? Ça ferait plaisir à toute la salle, je suis sûre, de voir qu'on contribue tous, avec toutes nos mains, à la transition énergétique du Québec. Vas-y, je modère, mais j'ai des idées. Pas le droit de répondre. Je parlais tout à l'heure, on parlait tout à l'heure du fonds capital mines et hydrocarbures. Effectivement, suite à la loi 21, la partie hydrocarbures n'est plus un axe d'investissement Québec. Les fonds correspondants, les 500 millions, sont maintenant mis sur les énergies renouvelables. On se défait en fait de tout ce qui est énergie fossile. Donc je dirais qu'il n'y a pas de contradiction entre la main gauche et la main droite. On a une claire ligne de conduite, le gouvernement a établi une claire ligne de conduite de ce côté-là, et Investissement Québec est là pour supporter la stratégie du gouvernement. Le MERN sort les stratégies, on parlera de toutes ces stratégies hydrogène, mais dans tous les autres aspects, et nous on est là pour supporter cette stratégie-là, la mettre en œuvre. Et je rajouterais, il y a 2 éléments dans notre cas chez IQ. On a le devoir et le sens de l'État, et on a également le devoir de cohérence. Nous avons des investissements dans le pétrole. C'est l'héritage des dizaines d'années avant. On a des puits, la SOQIP, la Société québécoise d'exploration pétrolière. On est dans une phase de gestion où on sort de ces actifs-là, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des contrats, il y a des partenariats, mais on est vraiment... le ministre Julien l'a annoncé publiquement, mais on sort de ça progressivement, et en même temps, incrémentalement, on monte assez rapidement dans les énergies renouvelables avec des créneaux, des secteurs, en travaillant avec nos partenaires et amis du MERN et Hydro-Québec, évidemment, qui est le joueur clé incontournable dans le domaine, ou Boralex, ou Énergec, ou les autres au Québec.
Peut-être du point de vue des jardins, donc au niveau des grandes entreprises, l'approche là, depuis plus de 5 ans maintenant, on approche vraiment avec une grille ESG très détaillée, là, l'ensemble de nos financements là, qui sont mis en portefeuille. Puis l'approche qui est mise de l'avant, c'est vraiment des cibles qui sont très agressives là, en termes d'augmentation de nos investissements en énergie renouvelable. Donc, on est content de voir là, les nouveaux appels d'offres au Québec. On pense que c'est une super belle opportunité de travailler chez nous. On a de l'expérience là, pour financer justement des projets d'énergie renouvelable. On a été plus occupés dans les régions de l'Ontario puis de l'Alberta récemment. Donc, bien content là, de pouvoir rajouter, accélérer là, ces cibles-là qui sont agressives de décarbonation de notre portefeuille. Donc, on a les ramifications des jardins là, à travers toutes les régions du Québec. On voit beaucoup de potentiel justement là, pour l'ensemble des filières, pour être honnête avec vous, pour accélérer là, cette transition énergétique là, avec nos propres capitaux. Donc, Bon. Monsieur. Oui, bonjour, Jacques Gauthier. C'est clair que vous êtes 4 prêteurs qui prônent le développement durable, l'éco-responsabilité, tous ces beaux mots là, qui vous caractérisent depuis quelques années. Mais moi, je voudrais être plus spécifique dans vos prêts, dans vos investissements. C'est facile d'investir en dette, en équité, autrement, lorsque le projet est pratiquement réalisable, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de risque de développement et soudainement, on arrive à la phase de construction, tout est réglé. Le promoteur a dépensé 5 ans de sa vie pour dérisquer le projet, puis soudainement, vous arrivez puis vous déployez votre panoplie de prêts potentiels et tout. Moi, la question, c'est pourquoi Investissement Québec, Desjardins ou Fonds d'action n'essayent pas de créer un fonds pour aider le démarrage de ces projets-là, comme, entre autres, GNR Capital fait. Parce qu'il est là le risque. Il est là le risque pour les promoteurs. C'est lorsqu'on développe le projet. Pourquoi vous ne créez pas un fonds similaire pour, encore une fois, aider davantage les promoteurs, puis particulièrement dans cette nouvelle ère de biocarburants, hydrogène et particuliers, qui est une nouvelle source, que vous savez, qu'il va falloir aider, qu'il va falloir supporter, qu'il va falloir promouvoir. Alors, concrètement, pourquoi vous ne créez pas un fonds d'émergence, appelons-le comme ça? Je peux peut-être juste apporter la réponse pour Investissement Québec. Investissement Québec investit dans des fonds. Quand nous avons des responsabilités dans des fonds d'investissement que nous alimentons, on va dire. On investit dans 52 fonds différents, dont certains vont être spécialisés sur le démarrage, le post-démarrage ou le pré-démarrage d'entreprises, de start-up, etc. Donc nous intervenons au travers d'un certain nombre d'autres fonds, pas au nom d'Investissement Québec, mais au nom de ces fonds-là. Donc il y a déjà un certain nombre de fonds qui existent dans ce domaine-là. Dans le secteur de l'énergie? Dans le secteur de l'énergie, on travaille avec Cycle Capital, on va travailler avec MKB, on va travailler avec ce type de fonds, qui sont des fonds d'investissement qui vont intervenir sur les entreprises au stade du démarrage. Oui. Est-ce que c'est possible pour le bénéfice de nous tous de donner l'information à la QPR? Oui, bien sûr, pas de souci, mais je pense, oui, il n'y a aucun problème. S'il vous plaît. Merci. Un peu réponse semblable. Effectivement, dans les 80 fonds dans lesquels le Fonds d'action investit, il y en a plusieurs de ces fonds-là qui ont un volet ou qui s'adressent aux entreprises plus early stage. Il y en a plusieurs qu'on partage, et donc même d'autres fonds qui ne sont pas ici aujourd'hui. On est plusieurs à dire qu'on investit dans des fonds. On est à le faire à plusieurs ensemble pour venir réduire le risque de chacun, en même temps spécialiser l'approche du fonds. Donc, par exemple, EcoFuel ou Cycle Capital, c'est des fonds qui ont une particularité, qui sont vraiment spécialisés dans ce qu'ils font. Donc, on en a plusieurs dans lesquels on investit de cette façon-là. Si je réponds pour fonds d'action, évidemment, il y a le contexte que les fonds qu'on investit, c'est les épargnes de nos actionnaires, qui sont des individus qui, en prévision de leur retraite, vont confier leur épargne à fonds d'action pour le faire fructifier en prévision de leur retraite. Donc, évidemment, la portion de risque qu'on peut prendre, on diversifie le risque.
mais de partir des projets au tout départ, très, très jeunes, au niveau de seed, c'est quelque chose qu'on fait moins, effectivement. Par contre, dans la dernière année, par exemple, ce n'est pas en énergie renouvelable, mais il y a un lien quand même. Là, on a mis en place, par exemple, le fonds d'économie circulaire. Donc, ce fonds-là est dédié spécifiquement à des entreprises plus jeunes en économie circulaire. Mais effectivement, que de créer un nouveau ou des nouveaux fonds, ça peut, puis là, je m'adresse à l'ACPER, de poursuivre cette discussion-là, ça peut quand même être intéressant. À ma connaissance, Fonds d'action n'a pas de fonds d'émergence, mais si jamais tu en trouves, peut-être faire la même chose, donner l'information à l'OQPR. OK. Ça te convient? Oui, oui, absolument. OK. Oui, peut-être au niveau de la structure des financements de projets, je pense que c'est important de comprendre le spectre des investisseurs. C'est pas tous les instruments financiers qui sont adéquats pour chacun des développements de projets en énergie renouvelable. Donc, on avait une bonne discussion, je pense, d'essayer de faire la différence entre du financement de projet qui est classique et du développement de capital. Puis, je sais que Desjardins a multiples fonds là, au niveau du capital de risque, par exemple. Il y a des initiatives, là, je vous le confirme, là, qui sont plus axées au niveau de l'infrastructure. C'est des discussions qu'on a quotidiennement, là, d'essayer de voir comment on peut accélérer cette transition-là dans l'ensemble du spectre de capital d'une transaction, dans le fond. Mais Gérard, je ne sais pas si tu veux renflouer sur le rôle. Oui, mais ce que je pourrais ajouter, c'est que si nos actionnaires ont eu la bonne idée de nous doter d'un budget pour investir early stage, c'est parce qu'ils se sont dit avec raison que si on ne le faisait pas, bon nombre de projets ne lèveraient tout simplement pas. Parce que la majorité des promoteurs dans le domaine du GNR sont de petits promoteurs. Ce ne sont pas nécessairement des gens qui ont des ressources comme les plus gros promoteurs d'énergie renouvelable pour développer leurs propres projets. Donc si nous ne pouvions pas leur apporter de support durant cette période, tout simplement les projets allaient simplement ne pas décoller, ne pas sortir de la phase de pré-développement. L'autre élément, c'est vrai, c'est que beaucoup de fonds qui investissent early stage sont des fonds qui recherchent, et puis je sais que c'est un peu frustrant comme situation, mais ils recherchent une innovation technologique. Donc, dans certains cas, vous avez des fonds qui vont refuser un financement parce qu'ils trouvent que le fonds n'est pas assez innovant. Comme un projet de biométhanisation, par exemple, c'est trop standard, donc ça ne nécessite plus leur intervention. Et moi, je me suis fait même répondre ça à plusieurs reprises. Donc, c'est devenu du standard, du classique, donc ça doit aller chercher du financement dans d'autres sources. Donc, des fois, c'est un peu une situation de catch-22, et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver dans la forêt des fonds. Voilà. Je vais peut-être rajouter quelque chose. Je vous ai répondu sous l'angle fonds. On parlait de capital risque. Investissement Québec a une entité capital de risque. On est également mandataire sur le programme Impulsion PME du gouvernement. Donc on intervient déjà en direct sur ces aspects-là, early stage, sur les projets. Excellent. D'autres questions de l'auditoire? Je vois pas. Oh! Non, il quitte. C'est un signal. Écoutez, je vais poser la question d'abord. Est-ce que vous avez un ordonnancement, un ranking des différentes filières d'avenir, à savoir, selon vous, laquelle est plus à maturité? Est-ce que c'est le GNR? J'ai hâte de t'entendre. Est-ce que c'est les hydroliennes, le solaire? Je ne sais trop. Au niveau de la finance, qu'est-ce qui vous semble le plus mûr? On sait déjà la réponse de Gérard. Tu risques d'être surpris. Donc, je pense que chez Desjardins, notre approche, c'est vraiment une approche portefeuille. Donc, je pense qu'on est technologie agnostique, si je peux prendre ce mot-là. On comprend que cette transition énergétique-là, elle prend des efforts de toutes les filiales. On comprend également qu'ils sont à des maturités différentes, donc il faut les structurer, ces projets-là, de manière différente. Mais donc notre approche, c'est vraiment une approche plus diversifiée. Donc, on essaie d'avoir pas nécessairement
une concentration trop grande dans une seule type de technologie. Je le mentionnais, je pense que c'est inévitable de parler du solaire puis de l'éolien, qui sont, je pense, des modèles qui ont eu beaucoup de succès au niveau du financement. Donc, on peut emprunter certains exemples, certaines structures contractuelles, mais en même temps, il faut adapter les structures de financement en fonction des différents risques. Ça devient une question d'allocation de risques puis de vulgarisation de ces risques-là. Donc, Gérard, tu veux nous parler du... Oui, je vais rebondir sur ce que tu disais. Mais non, très objectivement, le type d'énergie le moins risqué pour moi, c'est l'hydro. L'hydro, c'est une industrie qui est plus que centenaire, donc c'est ce qu'il y a de moins risqué, toutes catégories confondues. Après ça, je mettrais l'éolien et le solaire, qui sont vraiment des secteurs qu'on finance, j'allais dire, c'est une machine à saucisses. Après ça, on arrive aux bioénergies. Alors là, on arrive dans une catégorie de risque déjà nettement différente. Bioénergie, biomasse, biocarburant, GNR, et après viendra l'hydrogène, qui est une autre catégorie. Donc l'important, je pense, quand on cherche du financement, c'est de savoir où on se situe dans la chaîne, dans la chaîne alimentaire. Parce que souvent les gens me disent qui pourrait financer mon projet. Et la réponse que je leur donne, c'est vous ne posez pas la question de qui, posez-vous la question du comment. Et le comment va déterminer le qui. Et le comment, ça commence par votre profil de risque. Donc si je reviens aux bioénergies, les bioénergies, il y a un petit peu plus de difficultés que le solaire ou l'éolien, et à plus forte raison l'hydro. Il y a la question de l'approvisionnement en matière, très important, qualité, quantité, arrimage des contrats d'approvisionnement en matière avec le contrat d'off-take, gestion de la technologie, coût de construction, qui c'est un petit peu plus difficile à maîtriser qu'un parc solaire ou un parc éolien. Donc des éléments, des questions des permis, etc. Donc je dirais une coche au-dessus. Et ça, il faut en tenir compte. Et l'autre élément, c'est que les projets de bioénergie sont souvent, il y a des exceptions, mais sont souvent plus petits que les grands projets solaires et éoliens. Et là, on est dans une niche qui a moins, où les grandes banques et les grandes compagnies d'assurance ont moins d'appétit. Donc il faut aller chercher des prêteurs alternatifs qui coûtent plus cher. Donc il y a un ensemble d'éléments comme ça qui rendent ce secteur un petit peu plus risqué. Mais l'élément très important, tout secteur confondu, c'est la maturité de la technologie. Est-ce que la technologie est prouvée, mature et commercialement déployable? Ou bien est-ce qu'on est dans une technologie innovante qui est au sein de la R&D ou des tests? Ça va déterminer un petit peu où on se situe. Est-ce qu'on est dans du capital de risque qui ne peut être financé que par de l'équité et qui n'est pas bancable, ou est-ce qu'on est dans un financement de projet bancable de manière plus standard, où on peut aller chercher de la dette senior, comme Desjardins, etc. Donc ça, c'est bien important de savoir où on se situe. L'hydrogène, par exemple, pour l'instant, je la situerais plutôt dans le capital de risque, de ce que j'ai pu en voir. Les bioénergies sont quand même des projets bancables, mais, encore une fois, avec une coche de risque un peu plus élevée que l'hydro, le solaire et l'éolien. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà. Fabrice, Écoute, tout à fait. Je pense que effectivement, sur la maturité technologique, on est tous d'accord. Cette approche de gestion des risques est absolument capitale dans le financement. Ce qu'on va rajouter, nous, effectivement, c'est de se dire les filières que l'on veut faire lever, si on regarde la stratégie d'énergie du gouvernement, les filières qui, pour l'instant, ne sont pas matures, certes matures technologiquement, le solaire est mature technologiquement, mais la filière ne l'est pas au Québec pour l'instant. Eh bien, s'il y a volonté d'aller de ce côté-là, ça va devenir une des filières prioritaires pour nous. La filière éolienne est clairement mature, à la fois en termes de technologie, à la fois en termes de financement. On va adopter une posture plus réactive dans ce moment-là. Si on vient nous voir pour financement, bien évidemment, on va être là, mais on ne va pas forcément être proactif sur le marché pour aller chercher des développeurs éoliens sur ces sujets-là. Et on va se concentrer sur les filières qui sont moins matures, qui ont un avenir et que l'on veut développer. Je suis d'accord avec l'ordre qui a été présenté. Je vais revenir un petit peu sur les bioénergies. On parle de maturité de la filière, mais effectivement, au niveau technologique, il y a une certaine maturité que je crois sur laquelle on peut s'appuyer. Malheureusement, il y a certains critères externes, là, puis on peut avoir un contrat en négociation avec Énergir ou Gazifère et une technologie qui a fait ses preuves, un promoteur qui est compétent. Et présentement, il y a des freins ou d'autres natures contractuelles ou de régie de l'énergie et tout ça
Donc ça, je pense que c'est important de passer le message qu'il y a des investisseurs ou des investissements qui pourraient se faire et qu'il faut travailler à ces freins-là pour dire, déjà, là, il y a plusieurs enjeux qui sont de nature de gestion de risque. Les embûches supplémentaires qu'on a à ça, si on pouvait y travailler pour les réduire, je pense que c'est important que tout le monde prenne conscience du délai dont je parlais tantôt, que 2030, ça s'en vient rapidement, et qu'il faut vraiment avancer de front. Et chez Fonds d'Action, autant les filières plus matures avec des entreprises publiques qui sont bien implantées, on a de l'intérêt à accompagner ces entreprises-là, autant que les plus petites en bioénergie qui ont des projets plus modestes, mais qui vont avoir des impacts dans les différentes régions du Québec. Et c'est là que l'industrie aussi a son rôle. On ne finance pas ce qu'on ne connaît pas. Donc, vous devez nous aider à comprendre ce que vous faites et un transfert de connaissances pour être en mesure de pouvoir, dans plusieurs cas, je veux dire, on commençait depuis 1 an, on parle d'hydrogène, mais il y a 3 ans, vous auriez parlé d'hydrogène. Bien du monde qui ne savait même pas faire la différence que ce que c'était fondamentalement l'hydrogène. Donc, il y a vraiment une question de connaissances, transfert de connaissances, de rencontres. Et c'est pour ça qu'on encourage tout le monde à venir nous rencontrer. Et c'est la même chose avec chacun de nos collègues de la finance pour vraiment comprendre quels sont les différents milieux. Monsieur. Oui, bonjour. Mon nom, c'est André Gravel. Je travaille chez Solifor. Nous, on est des gestionnaires de terrains forestiers sur lesquels se réalise l'installation d'éoliennes, fournir de la fibre pour de la biomasse ou encore vendre des crédits carbone. Mais maintenant, ma question à votre panel, c'est est-ce que vous pensez, avec le défi que l'on a pour 2030, est-ce que vous pensez qu'on a une bonne connaissance de notre écosystème? Autrement dit, qui fait quoi? Qui devrait aller plus vite? Qu'est-ce qu'on devrait développer? Un peu à l'inverse de ce que vous dites, venez nous voir. Mais vous, avez-vous une bonne idée de qui est l'écosystème et sur quels chevaux on devrait miser? Parce que tout à l'heure, pour la maturité, c'était clair. Je vous remercie, c'était très clair. Mais est-ce que vous avez une bonne idée de l'écosystème? Ou pensez-vous qu'on a collectivement une bonne idée de l'écosystème? Je dirais, moi, qu'on a tous à faire des efforts en ce sens-là. Il y a 2-3 ans, on était en surplus de production électrique. Maintenant, on est en appel d'offres et il faut accélérer le pas pour réussir à électrifier l'économie. Donc, c'est sûr que comme investisseur, on ne peut pas être trop en avance sur notre temps. On peut contribuer à faire changer les choses, à discuter et à se mettre ensemble pour faire progresser avec l'ACPER et autres, là, les différentes questions. Mais on revient toujours à la gestion du risque. Ce que moi, je peux penser comme étant le bon moyen, si Fonds d'Action fait un investissement dans une entreprise qui est dans un secteur qui est trop tôt, j'augmente mon risque. Donc, il y a vraiment cette notion-là qu'il faut s'adapter à ce qu'on voit qui peut être bon, mais aussi avoir le bon timing de faire les choses au bon moment. Peut-être répondre pour Investissement Québec, qui a peut-être une position un petit peu différente des fonds d'investissement classiques, où on a 2 piliers d'intervention, je dirais. Il y a la partie financement et il y a la partie stratégie industrielle. C'est un petit peu comme ça qu'on se sépare les rôles. On travaille en proximité avec Hydro-Québec, on travaille avec le ministère de l'économie dont on dépend, qui fait la stratégie économique, avec le MRN qui fait la stratégie environnementale, la stratégie énergétique, pardon. Et on intervient, nous, en stratégie industrielle. Donc, vraiment, essayer de favoriser l'éclosion d'écosystèmes industriels. Donc, on essaie d'être le plus proche possible. On ne connaît pas tout le monde, on ne connaît pas tous les écosystèmes. Les écosystèmes évoluent très, très vite. Moi, j'ai commencé ma carrière dans le nucléaire. Il y avait 3-4 acteurs dans l'ensemble du pays. Et puis, ça n'a pas bougé pendant 20 ans. Ce n'était pas très difficile de connaître l'écosystème. Actuellement, dans tous les domaines, dans toutes les filières, ça change, ça évolue très vite. On ne reste pas au Québec, c'est le Canada, c'est l'international très très rapidement, les entreprises vont, viennent. On essaye d'être le plus à jour possible et c'est pour ça que je remercie aussi beaucoup l'activité de l'ACPER qui nous permet d'être en contact, je ne dirais pas quotidien, mais vraiment d'avoir un suivi des besoins, d'avoir ce genre de retour, ce genre de discussion que l'on encourage et que l'on mène vraiment très très régulièrement. Et je pense que c'est absolument indispensable pour savoir, avoir un petit coup d'avance, pas forcément un coup d'avance dans l'investissement lui-même, mais en tout cas dans savoir vers où on va et favoriser un certain nombre de pistes, d'avenues, de manière à soutenir la stratégie du gouvernement. Je vais rebondir sur ce que dit Fabrice. Je pense qu'on ne connaît jamais assez bien son écosystème.
Une grande partie de notre travail, c'est de constamment améliorer notre connaissance de l'écosystème au travers d'événements comme celui-ci, au travers de la QPER, etc. Puis, il faut bien distinguer la connaissance macro de la connaissance micro. Au niveau macro, vous pouvez avoir une énorme étude sur le marché de la biométhanisation au Québec. C'est intéressant, mais quand vous allez dans le micro, c'est toute une autre histoire. Dans une région donnée, vous voulez monter un projet, trouver de la matière dans un rayon relativement limité. Est-ce que vous en trouvez ou pas? Après, il faut trouver un terrain. Est-ce que vous en trouvez ou pas? Il y a des questions de permis, CPTAQ, acceptabilité sociale, etc. Donc, vous avez à beau avoir une connaissance macro très optimiste. Vous pouvez avoir des problèmes micro qui sont difficiles à gérer. Donc, il faut distinguer ça. Il y a un autre élément auquel je pense, c'est que l'écosystème, c'est aussi beaucoup les gouvernements qui les créent, dans un sens positif ou pas. Ils les créent par la réglementation, ils les créent par des lois, ils les créent par des politiques, ils les créent par des stratégies. Et c'est souvent eux qui créent l'environnement. Au-delà, ils ne vont pas créer la matière, hein, ça c'est évident, ce n'est pas eux qui en sont responsables, mais ils peuvent la redevance à l'enfouissement, par exemple, elle va orienter là où va aller la matière. Les permis vont orienter là où on peut faire des projets ou pas. Donc le rôle des gouvernements est très important à ce niveau-là. Ouais, juste pour compléter, c'est exactement pour ça qu'on est ici, dans le fond, pour faire nos devoirs, puis comprendre un peu où on peut focaliser les capitaux, puis comprendre les technologies qui s'en viennent, lesquelles sont matures, lesquelles sont finançables. Je pense que pour Desjardins, on a vraiment des ramifications dans toutes les régions du Québec. On essaie de rester proche des domaines municipaux aussi pour comprendre quels sont les enjeux, comment on peut aider. Donc, n'hésitez pas là, à être en contact avec vos caisses Desjardins ou avec moi-même lorsque vient le temps de réfléchir à comment structurer un projet de l'efficacité énergétique, du GNR, tout ce qui est relié à la transition. Vraiment, le souhait de Desjardins est d'être là pour les joueurs québécois. Donc, c'est le cas pour les projets de biométhanisation, par exemple, où Desjardins a réalisé qu'il y avait des retombées importantes pour notre communauté agricole. Donc, on a un objectif là, de financer 5 projets GNR d'ici 2025. Il y a le premier qui a été financé à Warwick avec la coop Carbone. Donc, c'est tous des exemples où on essaie d'être à l'écoute de nos propres membres, des communautés dans lesquelles Desjardins est, pour rester à l'affût des opportunités. Merci à vous. Si je peux me permettre. Un tout petit complément pour vous répondre plus spécifiquement à la question. Je pense que la feuille de route qui a été développée par l'ACPER est une très bonne piste pour voir la contribution de chacune des filières. Moi, le message que je lançais, c'est de dire, justement, il faut diversifier, il faut avancer chacune des filières à la vitesse où elle peut être avancée, mais effectivement, par exemple, sur la biométhanisation, il y a quelque chose là qui est porteur. Et ce qui est déjà bien implanté, ce qui est plus facilement, de guillemets, réalisable, comme l'éolien, entre autres, je pense que déjà les appels d'offres qui ont été annoncés est un très bon signal, mais il faut aller dans cette direction-là. Et non, j'allais dire, l'élément de politique industrielle chez IQ est un outil puissant. Il y a 18 mois, il y avait un vœu de faire une filière batterie. Je pilote cette initiative et on a 9 milliards de projets alignés dans le pipeline. On a littéralement saturé la SPIB, la Société portuaire industrielle du port de Bécancour, la zone du port qui était, pendant 40 ans, on a toujours voulu développer, qu'on n'a jamais réussi à développer, si ce n'est quelques usines par-ci, par-là. On a actuellement, ce matin encore, des discussions avec Hydro-Québec pour des mégawatts là. Et vraiment, le Québec est en train de devenir le cœur au niveau de la batterie. Nous n'étions pas là il y a 2 ans. Si vous auriez dit il y a 5 ans, on va devenir un pôle de production automobile, du moins de partie d'automobile, ça s'est fait rapidement. Ça s'est fait main dans la main avec l'État, à savoir les ministères, avec Hydro-Québec, bien évidemment, mais c'est vraiment... Et pensez pas que c'est 10 000 fonctionnaires, 10 000 personnes, on est 7. On avait ce matin encore l'ambassadeur des États-Unis, ils ont besoin de nos cathodes, ils ont besoin de nos capacités au niveau du lithium, les mascars, nouveau mont graphite, nommez-les. Donc, ça peut bouger rapidement. La force de l'État, le levier principal, et après suit le financement. Et c'est ça la beauté
Je pense que j'ai pratiquement un des plus beaux jobs au Québec de lever une filière dans ce cas-là. Mais et de marquer l'histoire, hein, c'est vraiment comme Colbert, le ministre Colbert, qui a littéralement levé une marine française d'un coup. Et c'est possible. Si demain matin, l'État décide politiquement, on va faire du Québec, Mathieu Paillard, là, le bureau de l'hydrogène, on va faire du Québec un joueur incontournable de l'hydrogène vert, bien, le Québec sera une filière incontournable de l'hydrogène vert. Ça s'arrêtera là. Ça marchera main dans la main avec la stratégie batterie. D'ailleurs, c'est corrélaire parfait. C'est vraiment ça. C'est vraiment une volonté politique, une volonté administrative qui suit. Merci à vous pour les réponses. À partir de là, je pense qu'il faut rester en phase, hein, parce que vous l'avez dit, on prend une photo aujourd'hui, puis là, demain, on aura une autre photo des acteurs, donc c'est de rester en phase avec le même objectif. Merci. D'autres questions? Je vois pas de... Oh, une question, je crois, à droite. Ça avance au micro. C'est incroyable, je me sens comme un animateur de TVA. Bientôt, je vais être à la poule aux œufs d'or. Bon après-midi tout le monde. Vincent Dufresne, CGI. Je fais du conseil en management chez CGI. Donc, le CG de CGI, conseil en gestion. J'ai une question simple mais importante, je pense. On voit qu'il va y avoir une grande croissance de notre approvisionnement en énergie propre de différents types, de différentes technologies. Est-ce qu'on doit entrevoir, et c'est presque sans précédent, les 10 prochaines années, les 20 prochaines années n'auront pas l'air du tout des 10 dernières, des 20 dernières. Doit-on entrevoir une pénurie en capitaux? Est-ce que l'approvisionnement en capitaux va être un problème dans le développement des filières? Puis, question corollaire, comment on fait pour que le Québec tire son épingle du jeu dans le marché global des capitaux, voyant que les Américains doivent investir massivement dans l'éolien offshore? Même chose pour les Européens, donc il y aura une demande mondiale incroyable en capitaux pour les projets d'énergie. Je peux commencer peut-être. Alors, une chose est claire, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne manque pas de capital. On ne manque pas de capitaux. Depuis de nombreuses années, on a énormément de capitaux et de liquidités dans le marché. C'est un des paradoxes de notre époque, c'est qu'on peut avoir des crises économiques relativement graves, comme on a eu en 2008. Comme en ce moment, on est dans une situation où on se demande si on va entrer en récession ou pas. Mais s'il y a une chose qu'on ne manque pas, c'est de capitaux. Il y a d'énormes masses de capitaux dans le monde qui ne demandent qu'une chose, s'investir. Et ce que ces capitaux manquent, c'est des projets. Les gestionnaires de fonds, les gestionnaires d'actifs, tous les investisseurs du monde vous diront, ce qui nous manque, on manque de projets. Et ça, c'est valable dans l'énergie, dans l'infrastructure, mais surtout dans le secteur des infrastructures au sens général. Parce que c'est un secteur qui attire beaucoup de capitaux, parce que c'est un secteur où les projets sont relativement dérisqués, bien structurés, où les rendements sont bons. Donc, ça attire beaucoup de capital. Mais le propre d'un financement de projet, c'est qu'on met le moins possible de capital et le maximum de dette. Donc, on a le souci d'un gestionnaire d'actifs aujourd'hui, c'est de déployer du capital. Ça, c'est valable pour mes actionnaires, c'est valable pour, je pense, la plupart des gestionnaires d'actifs dans le monde. C'est toujours ce que j'ai entendu de la part des gestionnaires d'actifs. Et même, je me rappelle, en 2008, quand on était au cœur de la crise financière, tout le monde craignait que le système allait tomber comme des dominos, tout le monde s'accordait à dire qu'il n'y avait pas de problème de cash. Il y avait du cash dans le système. Il y a d'autres problèmes systémiques, mais ce n'est pas le manque de capitaux. On peut avoir d'autres enjeux, mais pas celui-là. Oui, je suis d'accord avec les propos de Gérard. Je pense qu'il y a vraiment un gap d'infrastructure qui a été identifié. Même chose au niveau de l'énergie renouvelable. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités de financement. Il y a beaucoup de capitaux étrangers aussi là, qui sont disponibles pour financer ces projets-là. Puis je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais je pense qu'il faut peut-être se demander quel genre de capitaux vous voulez vous accompagner pour vos projets qui sont souvent de longue haleine. Donc est-ce que ces joueurs internationaux-là vont toujours avoir cette dynamique-là pour beaucoup des dynamiques de taux d'intérêt négatifs dans leur pays d'origine? Donc, pour nous, on approche vraiment de manière prudente la structure du bilan de Desjardins pour être capable justement d'accompagner nos membres à très long terme. Donc, c'est le genre de partnership, si je peux me permettre le terme, qu'on cherche à construire lorsqu'on finance des infrastructures à long terme. Donc,
Mais non, je ne pense pas que vous allez manquer de capitaux. À partir du moment où la lutte au changement climatique, les mesures pour lutter contre ces changements-là sont une réelle priorité pour la société québécoise et tous les autres pays pour lesquels c'est une priorité. On peut dire la nature horreur du vide. Là, les capitaux vont se déployer en fonction de là où c'est pertinent d'y aller. Et si je prends juste la perspective de Fonds d'Action, parler de développement durable, quand Fonds d'Action a été mis en place en 1996, c'était vraiment différent de ce qu'il y avait à l'époque là, comme discours. On a gardé ce discours-là pendant longtemps. On a eu une étape plus loin là, en parlant d'investissement d'impact et d'investissement durable. Mais on le voit clairement que ce mouvement-là a gagné la majorité des investisseurs. Donc, tout ce qui est critères ESG qu'on entendait moins parler, qui est rendu comme un critère de base maintenant aujourd'hui, puis on parle de la prochaine étape. Donc, tous ces projets-là qui sont en lien avec cette transformation positive qu'on appelle chez Fonds d'Action, c'est quelque chose qui est porteur, et quand quelque chose est porteur, les capitaux vont suivre. Donc, je ne serais pas inquiet trop, moi non plus, sur la disponibilité des capitaux pour réaliser les projets qui contribuent à cette transformation-là. OK. Bien, écoutez, merci. Ça fait le tour. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous tous. On va mettre fin à ce panel. Écoutez, on aura la chance de se revoir dans les prochains jours, dans les 2 prochains jours, aujourd'hui et demain, et aussi à l'apéro à l'Assemblée nationale tout à l'heure. Donc, on aura la chance de poursuivre nos conversations. Merci à vous tous. Merci à Marie qui a organisé tout ça. Merci, Lacpère. Et on aura la chance de poursuivre. Merci beaucoup. Au revoir.